Donc, bonjour, mon nom c'est Laura Générenko. Et moi, c'est Donato Catena. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter notre recherche s'intitulant Fraude 2.0, adaptation stratégique de l'AMF. Donc, juste à noter que cette présentation découle d'un projet de recherche dans le cadre de notre cours de droit des valeurs mobilières. Donc, c'est une petite extension de cette recherche-là. Nous sommes ravis de vous la présenter aujourd'hui. Donc, nous allons commencer la présentation en présentant c'est quoi les caractéristiques d'une ICO. On va également présenter les caractéristiques d'une ICO frauduleuse plus particulièrement et nous allons la comparer avec une IPO. Nous allons illustrer les caractéristiques avec avec des exemples concrets tirés de l'affaire PlexCorp, qui est notre cas d'étude pour la présentation suivante. Nous allons ensuite discuter des pouvoirs de l'AMF en droit interne ainsi qu'en droit international et c'est quoi les stratégies de l'AMF pour pouvoir justement aller chercher les fraudes dans les ICO. Et encore une fois, nous allons pouvoir en parler avec l'affaire PlexCorp qui était vraiment une grosse affaire puis qu'il y avait plusieurs éléments de réponse dans cette affaire. Parfait. Donc, premièrement, juste un petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas de ce qu'est une ICO. Donc, sous le nom français, c'est une offre au public de jetons. Donc, comme vous pouvez le voir dans le graphique, donc c'est une manière, donc un véhicule pour des entreprises d'aller chercher des fonds pour financer leurs projets. Donc, les investisseurs vont acheter les jetons qui sont émis par les entreprises puis les compagnies en espérant justement recevoir un retour sur leur argent et ainsi bénéficier d'un gain en capital. Donc, vous connaissez tous ce qu'est une IPO. Donc, une IPO, ce sont des actions qui sont émises sur un marché boursier. Donc, on va un peu regarder c'est quoi la différence entre ces deux systèmes. Donc, les IPO sont bien sûr émis sur des marchés centrales. Donc, au Canada, c'est le Toronto Stock Exchange ou le TSX. Et même avant que ces actions puissent être émises sur ce marché, il y a beaucoup de régulations et de vérifications qui sont faites surtout par les entités réglementaires, donc l'AMF et la CVM, et etc. Donc, il y a un contrôle a priori, donc avant même que les actions de la compagnie puissent être émises sur le marché boursier, et même des vérifications qui sont diligentes et courantes, euh, même après que les actions soient émises. Cependant, dans le cas des CO, cela n'existe totalement pas. N'importe qui pourrait techniquement émettre au public des ICO et il n'y a aucun contrôle réglementaire euh, et de vérification par des entités réglementaires. Il y a aussi il y a aussi un manque de liquidité des actifs. Donc, la plupart du temps, ces jetons ne sont pas euh, mis sur un échange. Donc, ces jetons ne peuvent pas être transigés et cela peut causer un manque de liquidité, donc des investisseurs qui ne peuvent pas vendre leurs jetons. Donc, la conséquence finale de cela, c'est un risque élevé pour les investisseurs de subir une fraude. Donc, on va commencer par regarder quelles sont les caractéristiques qui sont récurrentes, donc les drapeaux rouges qu'on voit le plus souvent en matière de ICO frauduleuse. Donc, nous avons les promesses irréalistes et les mensonges, les informations trompeuses, l'absence de transparence, aussi la publicité agressive, l'anonymat et la fausse identité en matière des dirigeants et des fondateurs. Donc, ils essaient de rester anonymes, ils ne veulent pas qu'on sache c'est qui. Et bien sûr, la disparition après la collecte suffisante de fonds par l'entreprise. En reprenant notre cas d'étude pour aujourd'hui, l'affaire PlexCorps. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, PlexCorps s'était identifié comme un peu une entité qui serait pilier dans l'adaptation de la crypto-monnaie au Québec. Et finalement, c'était vraiment pas ça qui s'est passé. Plus de 15 000 investisseurs ont perdu plus de 10,8 millions de dollars après ce débâcle. Donc, eux, ce qu'ils promettaient principalement était une promesse de rendement de 1354% en seulement 29 jours. Donc, les investisseurs dans la salle, vous savez que c'est des rendements qui sont vraiment irréalistes. Et aussi, l'émission de la PlexCard, qui était une carte qui était supposée être affiliés avec Visa et avec lesquels les investisseurs pouvaient utiliser leurs jetons afin de faire des achats courants. Donc, cette carte n'a jamais existé et n'a jamais été publiée. Ensuite, ils avaient une présentation professionnelle qui était trompeuse. Ils avaient un site qui était professionnellement très bien conçu. Ils ont investi beaucoup d'argent dans ce site et qui donnait l'apparence d'être une grande compagnie qui opérait très bien.
Et ils avaient aussi présenté un livre blanc aux investisseurs qui présentait l'activité économique de l'entreprise et le plan d'affaires, mais l'AMF a finalement, a, s'est finalement aperçu que beaucoup de passages de ce livre blanc avaient été copiés d'une autre ICO aux États-Unis qui s'appelait le DDF token. Aussi, le FlexWeb était très intelligent avec leur publicité. Donc, leur campagne était ciblée aux investisseurs qui, finalement, ne connaissaient pas trop euh, en ce qui a trait aux crypto-monnaies et aussi ceux qui étaient avides, donc ceux qui aimaient, qui recherchaient des hauts profits. Donc, c'était vraiment des investisseurs qui étaient vulnérables de tomber dans l'arnaque. Et ils utilisaient aussi des techniques de vente sous pression, donc, tu sais, donc des offres limitées, afin d'inciter les investisseurs à se précipiter sur l'offre sans trop y réfléchir. Ensuite, ils ont investi beaucoup d'argent en matière de création d'une image de confiance. Donc, ils avaient des faux profils et ils avaient une fausse équipe qui émanait de faux profils LinkedIn avec des qualifications inventées. Ils gardaient aussi une communication régulière avec leur clientèle, soit par des forums, des foires aux questions et des newsletters. Et finalement, ils avaient des références et des témoignages qui étaient falsifiés par rapport aux produits pour Euh, puis c'est ça. Donc, comme vous vous en doutez, les faits dans l'affaire PlexCorp ont mené à plusieurs litiges et plusieurs décisions. En effet, plus de 47 décisions ont été rendues sur l'affaire. La plupart des décisions qui ont été rendues étaient plutôt accessoires ou substantielles. Donc, la majorité des décisions étaient soit procédurales ou administratives. Seules quelques décisions ont été rendues sur le fond, la principale étant en 2018 dans l'encadré, je peux pas m'afficher, mais dans l'encadré euh, mauve que vous voyez au milieu en 2018. C'est là que l'AMF avait proposé qu'on considère le PlexCoin comme étant un contrat d'investissement, puis c'est sans surprise que le tribunal leur a donné raison. En effet, il y a eu un appel qui a été rejeté par rapport à cette décision. Les deux derniers encadrés sont sur le plan criminel, puis toutes les décisions qui sont autour de ces quatre décisions principales sont des décisions principalement rendues sur la procédure et le côté administratif. Comme vous pouvez voir, le dernier encadré, la Croix contre Autorité des marchés financiers en 2024, il y a trois petits points parce que c'est encore une décision qui est à suivre. Sur le côté là-bas, on voit que la SEC a poursuivi l'AMF. On va en parler plus tard. Il y a eu deux décisions clés par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle ces deux litiges ont eu lieu, c'est parce que la SEC, en même temps, en 2018, menait sa propre enquête et son propre litige contre les mêmes entités. Donc, les entités qui ont été poursuivies étaient principalement les personnes morales PlexCorp, DLINOV et Gestio Inc., qui étaient les personnes morales impliquées, ainsi que les personnes physiques qui étaient sous le voile corporatif qui est tombé pour des raisons de fraude, soit M. Lacroix, M. Wallet et Mme Paradis. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il reste encore une décision à venir quant à l'aspect criminel. En effet, c'est des informations qui restent confidentielles. Par contre, il y a quand même des informations qui étaient leaked au Journal de Québec. Donc, à l'aperçu même de cet article, on peut s'apercevoir que les procureurs de l'AMF suggèrent 50 mois de prison à M. Lacroix ainsi que 6,8 millions de dollars d'amende à ce même individu. La dernière décision à ce jour qui a été rendue à l'espèce était la décision AMF contre Lacroix 2024 en avril dernier, qui était tout simplement une ordonnance de blocage pour s'assurer que M. Lacroix ne lapide pas ses actifs et qu'il soit en mesure de payer le 6,8 millions de dollars d'amende. Ensuite, nous allons nous attaquer à qu'est-ce que fait le gouvernement, donc dans notre cas, au Québec, c'est l'AMF, pour nous protéger contre ces ICO frauduleuses. Eh bien, il faut savoir que les ICO sont, selon la jurisprudence actuelle, assujettis à la loi sur les valeurs mobilières, comme la plupart des autres titres financiers. Donc, premièrement, il y a un large pouvoir d'enquête de l'AMF. Donc, selon les articles 237 à 242, l'AMF peut instituer une enquête et dans cette enquête, elle peut demander des documents, interroger les autres dirigeants ou n'importe quelle autre personne qui s'est mise dans l'entreprise. Et il peut aussi faire une grosse panoplie d'autres actions afin de recueillir des preuves qu'ils vont finalement utiliser devant le tribunal administratif des marchés financiers pour pouvoir sanctionner finalement l'institution ou l'entreprise face à une obligation de la loi sur les valeurs mobilières qui n'avait pas été respectée. Donc, dans le cas de PlexCorp, l'enquête, c'était plutôt dirigée envers
démontré que le site de PlexCoin était en effet un contrat d'investissement. Donc, les enquêteurs, ils ont ouvert un compte avec le site de PlexCoin avec des fausses identités. Et ils ont démontré comment c'était très simple d'acheter des PlexCoin et que, en fait, l'entité PlexCoin ne se souciait vraiment pas de qui étaient ses investisseurs. Parfait. Donc, il faut savoir qu'il y a une limite très fine euh, au pouvoir d'enquête de l'AMF. En effet, c'est la notion du Rubicon. Donc, le Rubicon est une notion qui provient de l'arrêt Rennes contre Jervis, rendu par la Cour suprême du Canada en 2002. Selon cet arrêt, le Rubicon est le moment où l'enquête ne cherche plus à aller chercher des preuves contre la compagnie en tant que telle, mais bien les individus ou les particuliers derrière les actions d'entreprise. Donc, c'est très important pour l'AMF de rester avant le seuil du Rubicon car euh, l'AMF n'a aucune compétence sur les individus, mais seulement sur la compagnie. Donc, une fois que l'enquête dépasse le seuil de Rubicon, toute preuve qui sera recueillie par l'AMF sera considérée comme illégale. Aussi, une autre pratique très courante par l'autorité des marchés financiers est d'aller chercher des mandats de perquisition. Selon l'article 102 du Code de procédure pénale, un juge peut, à la demande, octroyer un mandat de perquisition si celui-ci est convaincu qu'il y a un motif raisonnable de croire qu'une infraction est commise et aussi que les objets les objets désignés dans le mandat de perquisition se trouvent aux endroits désignés par celui-ci. Donc, il y a une petite complication de nos jours avec les supports technologiques. Vous savez, nos téléphones, maintenant, ils contiennent beaucoup plus que simplement quelques informations. Par exemple, si le mandat de perquisition euh, est visé sur un papier, un document, le document ne contient que les informations du document, mais nos téléphones contiennent des panoplies d'informations sur nous. Donc, l'AMF doit souvent faire attention de ne pas dépasser les limites de ces mandats de perquisition, surtout lorsqu'il y a trait de support technologique. Donc, dans l'affaire PlexCorp, les mandats de perquisition étaient cruciaux pour aller chercher des preuves, des éléments de preuve pour les incriminer. Donc, les endroits qui ont été ciblés par les mandats de perquisition étaient principalement la résidence personnelle de Dominique Lacroix, le fondateur, les bureaux de PlexCorp et les unités de stockage de cette même entreprise. Et grâce à ces mandats, l'AMF a pu récupérer le livre blanc de PlexCorp, des conversations téléphoniques entre les dirigeants et finalement une liste de 91 445 personnes qui étaient inscrites à la prévente du PlexCoin et qui comprenait les 15 000 investisseurs qui étaient lésés par ce débâcle. Donc, comme vous pouvez vous en douter, l'affaire PlexCorp n'était pas une affaire interne et ce n'était pas une fraude qui avait touché uniquement les Québécois. C'était une fraude qu'on peut qualifier de transnationale. C'est pour ces raisons que l'AMF a besoin de pouvoirs d'habilitation pour agir et collaborer avec d'autres entités régulatrices, par exemple la SEC qui régule aux États-Unis. Donc, il y avait plusieurs investisseurs américains qui avaient été lésés. La loi sur l'encadrement du secteur financier ainsi que la loi sur les valeurs mobilières permettent ces pouvoirs à l'AMF. Donc, entre autres, ils permettent de conclure des ententes avec d'autres entités régulatrices ainsi que d'autres gouvernements. Ils permettent également de communiquer des informations et des renseignements personnels sur les accusés, et ce, sans leur consentement ni sans même les notifier. Ça leur permet également de recevoir les informations personnelles de d'autres accusés par le biais de d'autres entités et de pouvoir les utiliser dans leurs propres investigations. Donc, la matérialisation de ces habilitations se retrouve dans les différentes ententes desquelles l'AMF est signataire. Donc, la MOU comprend la SEC et plusieurs autres autorités canadiennes, dont l'AMF. Cette entente a été signée en 1988 et de façon générale, elle permet la transparence et le partage d'informations entre les différentes entités pour pouvoir permettre une meilleure collaboration et favoriser l'application des lois régulatrices sur les valeurs mobilières respectives des différentes entités. Ensuite, la MMOU en 2002, elle comprend 129 autorités régulatrices partout dans le monde qui sont signataires et 6 autres à venir dans les années qui suivent ou à venir. C'est un projet qui a été initié par la IOSCO, qui est une organisation internationale. Et de façon générale,
Elle prévoit les mêmes affaires que la MOU, mais elle prévoit également des éléments de plus. Par exemple, elle permet d'identifier les personnes derrière le vol corporatif. Elle permet également d'avoir des informations bancaires et multiples autres prévisions. La MMOU a également été euh, renforcée. Elle a également été renforcée en 2018 avec les mêmes signataires, les mêmes 129 signataires et les 6 autres à venir pour, entre autres, respecter des blocages de fonds, par exemple, ou pour pouvoir permettre une certaine collaboration avec les différents courtiers dans les différents pays. Puis finalement, en 2010, il y a également eu l'entente, le protocole d'entente en matière de consultation qui, de façon générale, comprend la CVMO, la SEC et l'AMF et permet de réguler, et de superviser les entités réglementées transfrontalières et ce, même à l'extérieur d'une investigation ou d'un litige. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la nature des litiges dans l'affaire PlexCorp était principalement de nature procédurale ou administrative. Les questions substantielles ont été assez rapidement réglées en 2018. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un diagramme entre 2017 à 2024. On peut voir que dans les dernières 5 années, les questions procédurales et les questions administratives ont pris la majorité des décisions qui ont été rendues sur l'affaire. Par exemple, la SEC contre l'AMF, comme on avait discuté tout à l'heure, c'était des demandes d'assistance formulées en vertu de la MOU et de la MMOU qui étaient formulées par la SEC à l'AMF pour demander justement des informations pour leur investigation personnelle. L'AMF était consentante et voulait bien partager les informations et par simple courtoisie, puisque, comme mentionné tout à l'heure, il n'y a aucune obligation légale de notifier les concernés ou de leur demander leur consentement. Par simple courtoisie, ils les ont mis en cause et ces derniers se sont objectés. Donc, le tribunal n'a pas accepté les objections, puis ils ont simplement permis le partage d'informations. La SEC a donc pu a donc pu profiter des informations que l'AMF a pu avoir lors de leurs propres investigations. Donc, en conclusion, ce que bon, on peut en retenir, c'est que malgré que les EPO et les ICO sont très différentes, donc avec la nature du moment du contrôle des autorités réglementaires, eh bien, sont assujettis au même régime applicable par rapport à la légitimité et les fraudes. Donc, on peut peut-être se demander, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, un peu plus de la moitié des fonds fraudés seulement ont été récupérés. Cela a engagé 2 millions de dollars du public en honoraires pour le faire et seulement un peu plus du quart de ces 2 millions ont pu être récupérés par le fisc en termes d'hypothèque. Seulement 490 des 15 000 investisseurs lésés se sont identifiés pour pouvoir recevoir une compensation de 6,8 millions de dollars récupérés. Donc, on peut également comprendre en écoutant les investigateurs que le reste de l'argent aurait pu être récupéré s'ils avaient les habilitations pour le faire, mais pour des questions procédurales et des questions de proportionnalité, ils ne l'ont pas fait. Donc, on peut vraiment s'arrêter à la conclusion que les procédures à elles seules ne sont pas suffisantes. Toutefois, puisqu'on est dans une mentalité de guérir plutôt que de prévenir, puisqu'on est principalement dans le procédural, c'est vraiment la seule méthode qu'on peut euh, engendrer. Si on Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut prévenir plutôt que guérir et ne même pas arriver aux 6,8 millions ou aux 10,8 millions de dollars fraudés? Il faudrait avoir un régime applicable qui est adapté au ICO, par exemple la France ou plusieurs autres pays dans le monde qui ont vraiment fait un régime pour ça. Entre autres, ce que la France avait prévu, ils avaient prévu des, des, des façons de rendre plus efficaces les lois et les obligations pour les entrepreneurs, entre autres pour le prospectus. Ce serait un prospectus allégé pour justement donner une incentive aux entrepreneurs de respecter la loi et ainsi promouvoir la protection des investisseurs. Le résultat est celui qu'ici, au Canada, il y a à ce jour aucun entrepreneur en crypto-monnaie qui a émis un prospectus ou respecté la loi québécoise ou canadienne à cet égard. Il y a seulement un seul entrepreneur en crypto-monnaie qui a respecté la loi et c'était seulement pour demander une dispense de prospectus au gouvernement fédéral dans le cadre du bac à sable réglementaire. Donc, on peut vraiment se demander si prévenir à la place de guérir serait plus adapté avec un régime applicable au fond. Donc, en conclusion, bien que nous, comme nous le savons, les crypto-monnaies et surtout les ICO sont est une technologie qui est en rapide évolution et beaucoup d'entités réglementaires se sont adaptées à ceci en légiférant directement ces entités
plutôt que de faire comme nous le font au Québec, qu'on fait au Québec. Donc, on pourrait donc se demander c'est quand que le Québec rattrapera le pas et euh, aura lui aussi un régime applicable directement aux ICO. Merci.